Bonjour à tous, merci de vous être connectés sur ce webinaire dont le thème est réinventer les processus à l'heure de la transformation numérique. Donc je suis aujourd'hui avec Muriel Guénon, qui est l'analyste qui a conduit l'étude qui sert de base à cette présentation. Bonjour Muriel. Et avant de démarrer, je voudrais vous préciser quelques éléments par rapport au webinaire. On va vous demander d'utiliser le panneau de chat pour poser vos questions et nous y répondrons en fin de séance, mais n'hésitez pas, à partir du moment où vous avez une question, à la poser directement à l'intérieur de l'interface. Donc nous sommes partis ensemble pour une bonne demi-heure. Donc on va vous présenter rapidement le profil des deux entreprises, c'est-à-dire ITsoft W4 d'un côté et le CXP Group qui a mené l'étude de l'autre. Et la présentation sera architecturée sur trois axes: les enjeux et les cas d'usage, les solutions technologiques utilisées et les futurs projets avec un outil de BPM. Puisque l'étude porte sur les processus, on retrouve la discipline qui va bien. Et ensuite, on prendra le temps pour répondre aux questions que vous nous avez posées. Donc, directement, ITsoft est un éditeur de solutions logicielles qui permet d'accompagner les entreprises dans leur transformation digitale, et notamment au niveau de leur processus. La spécialité que nous avons, c'est d'automatiser les processus qui mettent souvent en œuvre des échanges de documents sous les différentes formes et sous différents canaux. Donc, on pourra utiliser des termes de capture omnicanal, par exemple, qui seront des éléments qui pourront revenir dans la discussion. Donc, si on doit préciser en termes de chiffres et quelques qualificatifs, ITsoft, l'entreprise existe depuis plus de 30 ans, était un des leaders de la dématérialisation des documents et du BPM en Europe. Nous avons à l'heure actuelle 650 clients qui sont répartis sur 35 pays et finalement on traite avec la solution plus d'1 milliard de documents traités annuellement et qui démontrent un vrai intérêt pour nos logiciels du marché. L'autre point important, c'est que ITsoft W4 innove en permanence, puisque près de 20% de notre chiffre d'affaires est investi en R&D pour construire de nouveaux produits et les faire évoluer. Enfin, nous avons de nombreuses références dans le domaine de la démat des factures fournisseurs en France et à l'international, puisque c'est un des verticaux que nous mettons en complément de notre plateforme. Voilà, donc Muriel, à toi la main. Oui, je vais vous dire quelques mots sur CXP Group, qui est aujourd'hui le premier cabinet européen indépendant d'analyse et de conseil dans le domaine des logiciels et des services informatiques. Nous proposons à nos clients un service complet d'évaluation, de sélection et d'optimisation des solutions logicielles. Nous intervenons dans de nombreux domaines, que ce soit tout ce qui est business intelligence, ERP, CRM, cybersécurité, gestion de contenu, BPM, évidemment, ressources humaines, IoT, intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous sommes près de 150 collaborateurs présents dans 8 pays. Les pays où nous sommes le plus présents, ce sont la France et l'Allemagne. Mais on est aussi présent dans d'autres pays en Europe et on a aussi un bureau aux États-Unis. Alors nous avons lancé cette année une enquête pour voir quel était l'impact de la transformation numérique sur les processus opérationnels. Cette enquête qui a eu lieu en début 2017, nous avons validé 153 entreprises ou organismes publics, nous avons validé leurs réponses. Le panel se compose dans une majorité d'entreprises de taille intermédiaire. Il y a aussi une présence notable de grands comptes et les PME représentent 14% du panel. Les secteurs d'activité sont variés avec une prédominance de l'industrie et du secteur public. Mais on voit aussi banque, assurance, les activités de conseil et de services, télécom, transport, etc. Les répondants, majorité de DSI ou de chefs de projet informatique, mais aussi beaucoup de responsables métiers et une présence également notable des directions générales.
Voilà, merci Muriel pour ces premiers éléments. Donc, au point de vue des cas d'usage, et avant de commenter les chiffres de l'étude, il nous a semblé important de revenir sur une définition de la transformation numérique, parce qu'on en parle beaucoup. Il est intéressant de comprendre que cette définition numérique consiste à prendre en compte les nouveaux canaux de communication dans les échanges, notamment avec les clients, qu'ils soient internes ou externes, mais que c'est aussi un facteur d'évolution des business models. Alors, on le comprend bien avec, on est plus basé sur de l'allocation de la consommation à l'usage plutôt que de l'achat de logiciels. Et le comportement des clients aussi influe beaucoup, puisque les clients souhaitent maintenant essayer les produits avant de les acheter, et on le voit bien si on fait le parallèle avec ce qui se passe chez quelqu'un de bien connu qui est Amazon, où finalement les gens peuvent essayer les produits avant de les acheter définitivement, et c'est pris en compte dès le début par Amazon, c'est-à-dire quel que soit le moment de la commande, entre le moment où vous êtes sur le site web et le bien arrive chez vous, finalement ils ont prévu dans leur processus interne le fait de récupérer et de reprendre le produit si jamais il ne vous satisfaisait pas, ce qui leur permet d'optimiser la manière de gérer ces retours. Voilà, donc il est bien important à ce point-là d'insister sur le fait que c'est un ensemble et que l'étude va nous révéler un certain nombre d'éléments, mais je ne voudrais pas déflorer le sujet avant que Muriel nous livre ses premiers chiffres. Muriel. Alors, premier constat, effectivement, c'est que la transformation numérique a un impact très fort sur l'activité et les processus opérationnels des entreprises. Quand on a posé la question de savoir quel était l'impact aujourd'hui et quel était l'impact à horizon de 12 mois. Aujourd'hui, 65% des entreprises considèrent que l'impact de la transformation numérique sur leur processus est majeur ou important. Et à horizon de 12 mois, ce sont 85% des entreprises qui considèrent cet impact comme majeur ou important. Donc on voit en l'espace de 12 mois une perception qui est en train de s'accroître et un impact qui est en train de s'amplifier donc de la transformation numérique sur les processus opérationnels. Les processus qui sont touchés en premier lieu, c'est indiscutablement les processus clients. On voit aujourd'hui la multitude de points d'accès, aussi bien dans les phases de renseignement, de précommande, d'achat, toutes les possibilités que nous avons d'interagir avec les enseignes. On voit bien que effectivement les processus clients sont complètement bouleversés, les parcours clients sont très affectés par la transformation numérique. Ensuite viennent plusieurs catégories de processus, les processus cœur de métier, les processus fournisseurs, les processus finance et les processus RH, qui aujourd'hui et demain seront impactés par la transformation numérique. Il y a déjà donc un impact qui est très important sur ces processus. Les processus transverses internes à l'entreprise, les processus transverses externes à l'entreprise et les processus services généraux sont aujourd'hui moins impactés par cette transformation numérique, mais on voit qu'ils le seront plus dans les 12 mois à venir. L'impact de la transformation numérique fait qu'aujourd'hui, cette transformation numérique est devenue, avec la dématérialisation des flux entrants, le premier moteur des démarches d'amélioration des processus. Alors c'est intéressant de le noter, on a fait une enquête similaire il y a 2 ans et en 2015, donc c'était vraiment la dématérialisation des flux entrants qui arrivait en tête, avec juste derrière les démarches qualité. La transformation numérique n'arrivait alors qu'en 3e position, mais bien derrière la dématérialisation et les démarches qualité. Démarches qualité qui sont le vecteur historique des démarches d'amélioration des processus. Donc on voit qu'en 2 ans, il s'est passé vraiment des choses importantes au niveau de cette transformation numérique, et aujourd'hui c'est elle qui pousse les entreprises à mener des démarches d'amélioration des processus.
déjà bien un bon panel. Alors, je voudrais profiter de ce moment de la discussion pour revenir un petit peu sur les exemples de processus qu'on a pu mettre en place dans les entreprises ou organismes publics. On les a ici positionnés en 4 grandes familles qui sont des processus administratifs et financiers au niveau des ressources humaines, du cœur de métier et des autres applications. L'idée, c'est que plus vous avez des éléments qui sont déjà mis en place en termes de plateforme, plus la gestion commerciale de la relation client que vous voulez mettre en place, puisque c'est le principal sujet de la transformation numérique, va être efficace, hein, parce que c'est avec l'alignement de ce qui se passe à l'extérieur de l'organisation et de ce qu'il y a à l'intérieur, fait qu'on va pouvoir fluidifier, donner de la transversalité à l'intérieur de l'entreprise, pour être capable de porter finalement ce qu'on peut appeler l'innovation de l'approche du client ou de l'usager, pour faire en sorte de lui rendre le meilleur service et aussi d'aligner en interne sur l'entreprise. Et puis on se rend compte que ça permet aussi de faire arriver des métiers complémentaires. Hein. Si je reprends mon exemple d'Amazon, tout l'enjeu pour eux, au-delà des retours, a été la gestion de la livraison du dernier kilomètre. Hein. C'est-à-dire que tant que on fait de la commande, la logistique suit quand on est sur des gros volumes, mais ensuite on se rend compte qu'il y a tout un écosystème qui se développe en termes de fourniture de services complémentaires à la transformation numérique, parce qu'il y a bien un moment où on vit dans un monde réel, mais c'est l'opportunité aussi de transformation de l'économie globalement. Nous avons demandé donc aux entreprises que nous avons interrogées quels étaient les objectifs principaux de leur démarche d'amélioration des processus. Alors, je vais parler des 3 principaux objectifs qui sont l'amélioration des performances opérationnelles, la réduction des coûts et l'amélioration de l'expérience et des parcours clients. Alors, l'amélioration des performances opérationnelles, c'est vraiment un objectif classique dans les démarches d'amélioration des processus. Il faut voir qu'aujourd'hui, avec la transformation numérique qui en fait renforce l'accélération qu'on connaît depuis des années, accélération des phases de conception, de production, de mise sur le marché, la performance opérationnelle est de plus en plus un élément crucial. L'objectif de réduction des coûts, beaucoup d'entreprises souhaitent effectivement réduire leurs coûts. On peut juste noter que aujourd'hui, dans cette phase de transformation, et si on veut véritablement tirer parti de toutes les nouvelles technologies, il est aussi nécessaire d'investir dans ces nouvelles technologies. Enfin, l'objectif d'améliorer l'expérience client et les parcours clients, c'est un objectif qui est complètement en phase avec ce qu'on a vu précédemment, à savoir que les processus clients sont les premiers touchés par la transformation numérique. Aujourd'hui, pratiquement toutes les entreprises ou organismes publics mènent des démarches d'amélioration des processus. Ce qui n'était pas le cas en 2015, même si déjà une majorité menait ces démarches. En revanche, on voit qu'aujourd'hui, peu d'entreprises définissent et suivent des indicateurs pour mesurer la réalisation de leur démarche d'amélioration des processus. Donc effectivement, si les opérations, l'efficacité opérationnelle et la réduction des coûts restent des priorités, et je dirais que c'est un petit peu le fond de panier de chacune des entreprises, nos clients tentent à se focaliser sur de l'innovation et pour proposer de nouveaux services et une nouvelle approche sur le marché. Donc si je prends l'exemple de notre client Autosphère, qui fait de la vente de véhicules d'occasion sur Internet, ils ont mis en place un parcours 100% dématérialisé, c'est-à-dire que, y compris la signature du contrat de vente ou d'ailleurs du contrat de prêt qui permet à l'acheteur d'acheter son véhicule, tout ça va être fait en ligne, sans avoir de rupture dans la chaîne de traitement, puisque les éléments de signature électronique, de capture, de détection de fraude, on reviendra sur le sujet, au niveau documentaire pour vérifier la cohérence des pièces, par exemple, font que on peut avoir un niveau de confiance suffisant pour être capable de passer sur un processus complètement dématérialisé, à tel point que
Autosphère, qui est en fait l'entreprise derrière s'appelle PGA Motors, voit un taux de transformation qui était multiplié par 2, c'est-à-dire que avant on passait par un contrat papier où il fallait qu'il y ait une rupture dans le traitement, et donc il n'y avait plus cette unité temporelle qui fait que les clients se défocalisaient et passaient à autre chose et ne concluaient pas nécessairement la vente. Et donc aujourd'hui, grâce à ce système, nos clients, les clients d'Autosphère plutôt peuvent directement acheter leur solution. Donc maintenant qu'on a vu ce cadre un peu général de l'utilisation, de l'impact de la transformation numérique et des premiers effets qu'on peut voir au travers du dernier exemple que je viens de donner, on va voir un petit peu, Muriel, les éléments de la transformation numérique au travers des outils maintenant. En effet, oui. On a donc demandé à nos répondants s'ils pensaient que leur système d'information était en adéquation avec leurs besoins de transformation des processus dans le contexte de la transformation numérique. Une majorité a répondu oui. Pour ceux qui ont relevé, identifié des briques technologiques manquantes, ils ont identifié en premier lieu les solutions de BPM, pour modéliser, orchestrer, automatiser leur processus métier. Mais également les solutions de gestion collaborative. On peut noter aussi que certaines ne sont pas encore équipées ou pas suffisamment équipées en gestion documentaire. Et puis ensuite viennent tout ce qui est solutions de gestion des règles métiers, solutions de case management et solutions de détection de fraude documentaire. Alors aujourd'hui, seule une minorité d'entreprises exploitent des outils qui sont vraiment appropriés à la gestion et à l'amélioration des processus. Quand on demande aux entreprises quels outils ils utilisent pour modéliser, pour cartographier, pour analyser leur processus, une majorité répond PowerPoint. Or, malgré toutes les qualités intrinsèques de PowerPoint, c'est pas un outil qui est fait pour analyser en tous les cas les processus. On voit en fait que les processus sont surtout dessinés, surtout modélisés. On peut faire de très belles diapositives avec de très beaux processus, mais en aucun cas on aura de référentiel, on aura de liens, comme on peut avoir avec les solutions de Business Process Analysis, BPA, que seuls 24% des entreprises utilisent. Avec ces solutions, on peut justement créer un référentiel qui va permettre d'analyser les processus, voir quels sont les liens entre certains processus, certaines données, certains objets métiers. Et puis aussi avoir une vision de l'évolution des processus dans le temps. Donc, quand on pose la question aux entreprises de savoir les outils qu'elles utilisent pour orchestrer, piloter leur processus, la réponse qui arrive en tête, c'est Excel plus email, qui ne sont pas non plus une solution qui permet nativement de piloter un processus. Alors, notre réponse peut être intéressante, celle des progiciels. Effectivement, des progiciels applicatifs, des ERP, permettent de mettre en œuvre des processus, mais ce sont des processus auxquels les entreprises, ils le font d'abord dans le cadre unique de dans leur cadre logiciel bien défini et selon leur logique intrinsèque à laquelle les entreprises doivent s'adapter, tandis qu'avec un outil de BPM, c'est l'entreprise qui imprime la logique qu'elle veut voir au processus, en les modélisant comme elle le souhaite et en les orchestrant comme elle le souhaite. Donc aujourd'hui, seuls 24% des entreprises utilisent une solution de BPM pour orchestrer et piloter leur processus. C'est le même chiffre que pour les solutions de BPA, mais ce ne sont pas les mêmes entreprises. Au total, seuls 14% des organisations utilisent à la fois une solution de BPA et de BPM. Parmi les fonctions BPM les plus utilisées, on voit tout ce qui est modélisation des processus et workflows et orchestration des tâches en premier lieu, ce qui correspond effectivement vraiment au cœur
au noyau des solutions de BPM. Les fonctions de supervision sont aussi assez souvent utilisées. Bon, elles sont vraiment utiles pour voir effectivement ce qui est en train de se passer, s'il y a des retards au niveau des délais de réalisation des processus, pour pouvoir avoir des alertes et des tableaux de bord. Les fonctions de pilotage, là, on peut prendre la main d'une manière plus active sur la réalisation des processus, sont encore peu utilisées, de même que la gestion des règles métiers. Et on voit que tout ce qui est fonction d'analyse historique sont également aujourd'hui encore sous-utilisées. Alors tout ça, en fait, c'est une question de maturité. Les outils de BPM ne sont pas encore pleinement exploités. Il y a une évolution par rapport à l'enquête qu'on avait menée il y a 2 ans, en 2015. On voit de plus en plus ces fonctions de supervision être utilisées, de pilotage, et les fonctions par exemple d'analyse historique vont être de plus en plus utilisées. Ça va suivre en fait une courbe de maturité de l'utilisation des solutions de BPM. Ok. Donc, si maintenant, puisque nos regards se croisent durant cette étude, ITsoft a travaillé ces dernières années à faire évoluer sa plateforme pour prendre en compte toutes les dimensions de la transformation digitale. Et si le cœur de la plateforme aujourd'hui est basé sur les processus, on voit ici la modélisation, l'implémentation avec notamment la génération des IHM, et ensuite l'exécution avec d'une part les écrans utilisateurs et bien sûr en sous-jacent toute la partie stockage qu'on retrouve dans cette plateforme. On lui a adjoint 2 briques essentielles à nos yeux, qui consistent à mettre en place des outils de capture, qui est, rappelons-le, le métier historique d'ITsoft, pour être capable d'acquérir des documents ou des informations qui viennent de l'extérieur, quelle que soit la source, et on voit notamment qu'on peut récupérer des contenus des emails ou de flux XML qui sont par exemple portés par l'EDI, mais aussi de développer des interfaces qui permettent de gérer de la fraude, parce que plus on va vers le numérique, moins le papier étant présent, plus il y a de nouvelles formes de fraude qui se mettent en place, et la confiance dans les documents doit être garantie au niveau des différents intervenants. Et bien évidemment, la supervision qui originellement était plutôt vue uniquement au niveau de la dimension processus, dans le cadre de la plateforme ITsoft, s'étend en amont et en aval sur la capture de documents, le processus, la détection de fraude, et c'est une plateforme ouverte qui prend même la capacité de prendre des indicateurs venant d'autres systèmes d'exécution. Donc, en complément de tout ça, pour illustrer encore le propos, l'idée c'est de montrer que les différents processus ou grandes classes de processus qui sont qu'on a en tête quand on parle de transformation numérique, donc tout ce qui est la partie de souscription en ligne, de passage de commande, ou alors de demande de transfert, de consommation de services ou de gestion d'incidents, ou même des actes de gestion et de modification d'un contrat au fur et à mesure de sa vie, on se rend compte qu'on a besoin bien évidemment des dimensions capture et BPM, et aussi d'une dimension de détection de fraude, puisque c'est un élément important qui était ressorti dans une étude que le CXP avait menée l'année dernière, qui montrait que d'ici 2-3 ans, 62% des entreprises voulaient s'équiper d'une solution de fraude justement pour regagner la confiance dans les différents documents. Enfin, nous avons aussi, je l'ai évoqué au début de la présentation, une solution verticalisée pour la gestion des factures fournisseurs, parce que c'est un processus qui est maîtrisé et que finalement devient assez standard, que nous avons mis en place chez nos clients, qui est aussi une manière d'exprimer l'ADN d'ITsoft vis-à-vis de la capture intelligente, mais aussi l'ADN de W4 qui ressort, vous l'avez vu passer dans le nom, qui est la partie BPM, qui est particulièrement importante aujourd'hui dans l'architecture de l'offre que nous mettons à disposition.
Enfin, Muriel disait que l'exploitation du BPM n'était pas encore complète. C'est d'autant plus vrai que le BPM a évolué. Le BPM classique qui consiste à dire je fais de la modélisation, de l'exécution et de la supervision, s'est vu adjoindre au fur et à mesure du temps des dimensions supplémentaires et les ateliers applicatifs qui viennent à l'intérieur permettent de transformer les processus en application et vont couvrir différentes dimensions. Et par différentes dimensions, j'entends les données, la gestion des interfaces utilisateurs, ce que certains appellent les IHM, les règles métiers, pour avoir une approche complète, parce que un processus n'est pas suffisant, il est rarement suspendu tout seul en l'air, mais a besoin d'un certain nombre de paramètres pour fonctionner dans la vraie vie. On parle de services évolués, donc je l'ai illustré par la gestion de la capture, la gestion de la fraude, mais on a aussi toute la partie architecturale qui est importante, qui se doit d'être à niveau pour couvrir aussi bien les besoins qui sont d'installation dans votre système d'information ou sur le cloud, ou voire même en mode hybride quand cela a du sens. Ensuite, on rajoute des services évolués de type social qui permettent aux utilisateurs de collaborer au niveau du process. Le pilotage a évolué, on l'a vu avec notamment sa couverture fonctionnelle plus large. Il y a des éléments qui permettent de faire du prédictif, savoir comment les choses évoluent, etc., etc. Il y a toute des nouveautés et des avancées technologiques qui font qu'on apporte un niveau de service qui est beaucoup plus élevé en 2017 que ce qui pouvait l'être il y a 5 ou 8 ans auparavant, qui était l'époque des BPM un petit peu lourds parfois à mettre en œuvre, qui ressortent un petit peu dans certaines études en termes d'image, la complexité de mise en œuvre. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis de nombreuses années, qui est l'approche que j'appelle low-code, et qu'en fait, ce qui permet d'associer la souplesse du développement rapide avec la robustesse des processus pour être capable de relever les enjeux de la transformation numérique qui finalement est de permettre de produire plus d'applications qui sont peut-être plus fragmentées, c'est-à-dire il faut comprendre par cette notion de fragmentation des périmètres peut-être un petit peu plus réduits mais beaucoup plus pointus sur le service qu'elles vont rendre. Et le complément des différents services, on a donné des exemples pour tout ce qui était la gestion de guide contrat ou la gestion des incidents, etc. À chaque fois, on se doit d'être parfait. On n'a plus cette vision monolithique d'une seule application qui va couvrir tous les besoins, mais une myriade d'applications complémentaires, homogènes, qu'on va pouvoir poser les unes à côté des autres. Et on verra que ça peut rendre aussi d'autres types de services sur la mise en place des solutions que vous avez envie de mettre en place, vous avez besoin de mettre en place pour faire face à cette évolution. Donc voilà, on a dressé le tableau un petit peu des différents enjeux et des solutions qui sont disponibles sur le marché pour faire ce genre de choses. Peut-être intéressant de commencer à faire un petit bilan de l'étude pour prendre du recul et essayer de voir un petit peu comment les choses évoluent dans l'avenir. Tout à fait. Alors donc, on a demandé aux entreprises si elles avaient atteint les objectifs qu'elles s'étaient fixés dans leur démarche d'amélioration des processus. J'ai commenté d'abord les chiffres les plus positifs. On voit que c'est le cas, notamment pour les objectifs de productivité, améliorer la productivité des équipes, améliorer la fiabilité des opérations et la traçabilité des opérations. C'est indéniable. En revanche, si on parle des principaux objectifs, finalement, donc je rappelle, c'était l'amélioration des performances opérationnelles, la réduction des coûts et l'amélioration du parcours et de l'expérience client. On voit que pour ce qui concerne la réduction des coûts et l'amélioration des performances opérationnelles, une majorité des entreprises a atteint cet objectif, mais ce n'est pas non plus un succès flagrant. Il y a quand même 40%, 42% des entreprises qui avaient cet objectif qui ne les ont pas atteints. Quant à l'amélioration du parcours et l'expérience client, 55% des entreprises l'ont atteint, donc c'est un résultat qui est quand même assez modeste. Et là, on voit qu'il reste une marge de progression très significative, sachant qu'on voit qu'aujourd'hui, ce sont les processus clients qui sont le plus affectés par la transformation numérique. Ensuite, en bas du tableau, on voit que
tout ce qui concerne la transversalité, que ce soit l'extension des processus vers l'extérieur de l'entreprise pour travailler avec l'écosystème, ou pire, la transversalité entre les silos fonctionnels et informatiques de l'entreprise. Là, pour le moment, ce n'est pas un succès. Ce sont des résultats qui sont assez médiocres. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. D'une part, en fait, ce ne sont pas des objectifs qui étaient identifiés comme prioritaires par les entreprises. Donc, aussi, c'est peut-être pour ça finalement qu'il y a peu de succès, mais c'est quelque chose qui est très important parce qu'aujourd'hui, la transformation numérique a tendance à bouleverser les organisations et à demander justement beaucoup plus de transversalité interne pour pouvoir fournir les services qu'attendent les clients. Donc c'est important de se fixer cet objectif de transversalité et de mettre en œuvre des moyens des moyens organisationnels logiciels pour arriver à organiser et à dynamiser cette transversalité. Effectivement, ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Et donc, l'idée, c'est de vous donner peut-être quelques pistes d'un point de vue très opérationnel qui vous permettent de commencer dans cette démarche. Et ça en fonction de votre niveau de maturité, parce que chaque entreprise, je dirais même chaque individu dans l'entreprise a une appétence différente au niveau des processus. Et donc, voilà, quand on nous pose la question, par où commencer, il n'y a pas un seul point où on peut commencer, parce qu'on a peut-être déjà fait un certain nombre de choses. Je voulais revenir quand même un petit peu sur la différence entre la modélisation et le dessin, c'est-à-dire entre l'utilisation de PowerPoint et d'outils spécialisés. Il y a vraiment toute une notion de structure qui arrive derrière et qui est pris en compte, c'est-à-dire que, comme l'a noté Muriel, mais je voudrais un petit peu insister sur le sujet, parce que c'est vraiment la manière dont on va pouvoir avoir une démarche structurée de réutilisation, d'avancée, de capitalisation sur le patrimoine, ne serait-ce que le patrimoine des processus, qui est particulièrement important, et le fait de se mettre en ligne avec la structure sous-jacente permet de se projeter et d'aller potentiellement jusqu'à la mise en œuvre et l'exécution des processus. L'autre élément aussi qui est important, c'est de structurer son approche, alors au-delà de la modélisation, pour savoir quels sont les indicateurs qu'on va pouvoir collecter et de pouvoir les consolider ensemble. Effectivement, ça semble être dans l'étude un petit peu les parents pauvres. Les indicateurs sont un peu les parents pauvres qui viennent, et c'est comme ça qu'on va pouvoir mesurer, qu'on va être capable de comprendre son adhérence ou sa réponse aux besoins qu'on a en termes d'utilisateurs et de se fixer des objectifs en termes de délai de réponse, couverture du besoin fonctionnel et autres éléments particulièrement importants dans le cadre de la transformation numérique. Un autre élément encore qui me semble particulièrement important, qui est d'être capable de s'intégrer avec le système d'information, parce qu'il n'existe pas de processus qui ne s'appuie pas sur des données ou des systèmes existants. Et c'est là où il est important de bien comprendre ce qu'on peut avoir dans le portefeuille en termes de connecteurs, en termes de RPA, le Robotic Process Automation, qui permet de faire de l'interfaçage avec des outils existants sans être intrusif vis-à-vis de ces outils, ou de prendre en compte la dimension des objets connectés qui vont prendre une part importante, de plus en plus forte dans les processus, même si aujourd'hui c'est encore un peu anecdotique entre les intentions et ce qui va se passer, mais il y a des infrastructures complètes qui se mettent en place, qui fait que bientôt ces indicateurs ou ces signaux vont être pris en compte directement dans le traitement. Enfin, les technologies, on en a parlé, qui permettent de déplacer les limites, et la technologie qu'on propose en tant qu'éditeur de logiciels intervient, mais la technologie au niveau des infrastructures et notamment de la sécurité applicative pour la gestion des intrusions par exemple, est aussi maîtrisée et disponible sur les différents éléments. Et puis enfin, plus globalement, l'idée c'est plutôt de structurer les traitements en fonction des services qu'on veut rendre à son public, plutôt que de raisonner par silo applicatif. J'entends par silo applicatif tout ce qui est visible en termes de compta, en termes de production, en termes de relations clients, mais vraiment d'avoir cette notion de continuité et de transversalité.
Voilà. Donc, à l'heure de ce bilan, il est important de se projeter dans l'avenir parce que le train de la transformation numérique va très vite et il faudrait que personne Oui. ne reste sur le bord de la route. Et donc, voici un peu les derniers chiffres que Muriel va nous proposer sur son étude. Oui, on a demandé aux entreprises qui nous ont répondu quels étaient leurs projets avec un outil de BPM. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que 3/4 des entreprises déjà équipées de solutions de BPM vont étendre les champs d'application de leurs solutions. Et quant aux entreprises non équipées, 61% vont se doter d'une solution de BPM. C'est un chiffre qui est fort et qui est beaucoup plus important que le chiffre de l'enquête de 2015, où là seulement 35% des entreprises non équipées déclaraient vouloir se doter d'une solution de BPM. Donc il y a eu un cap, je pense, qui a été franchi et en tout état de cause, les usages du BPM vont se répandre dans les entreprises. Alors, quels sont les processus ciblés en priorité dans ces projets BPM? En premier lieu, et on y revient toujours là, les processus commerciaux et relations clients, que ce soit pour le suivi des affaires, la validation d'offres commerciales ou la gestion des réclamations clients. Les processus qualité, qui sont toujours importants dans les projets, et notamment tout ce qui est gestion des risques. Les processus financiers, avec tout ce qui est demande d'investissement, demande d'achat, gestion des factures fournisseurs. Les processus RH, avec en particulier le processus d'intégration des nouveaux collaborateurs, qui est un processus vraiment typique des implémentations BPM, puisqu'il fait intervenir différents départements dans l'entreprise. Voilà, donc maintenant, je pense que je vais proposer quelques conclusions. Tout d'abord, pour résumer, effectivement, la transformation numérique, on peut dire même qu'elle bouleverse les processus opérationnels. Pratiquement tous les processus opérationnels, parce que même ceux qu'on a vus être moins impactés aujourd'hui le seront plus demain. Donc c'est un impact qui devient très fort dans les entreprises et à tel point que la transformation numérique devient le premier déclencheur des démarches d'amélioration des processus avec la dématérialisation. Si aujourd'hui presque toutes les entreprises mènent des démarches d'amélioration des processus, malgré tout le bilan de ces démarches est mitigé. Les objectifs sont partiellement atteints. Et on voit que les entreprises ont du mal à franchir ce qui est un des principaux obstacles, c'est le cloisonnement des organisations. Il y a toujours aujourd'hui un décalage entre l'importance des enjeux et les moyens qui sont mis en œuvre, tant du point de vue organisationnel que logiciel. Organisationnel, seulement 8% des entreprises ont mis en œuvre une organisation spécifique pour dynamiser leur démarche d'amélioration des processus. Peu d'entreprises affectent des responsabilités de pilote de processus par domaine et encore moins interdomaine. Mais ça aussi, c'est des choses qui vont évoluer puisqu'on voit aujourd'hui que les entreprises souhaitent vraiment responsabiliser des gens pour qu'ils soient pilotes de processus, que ce soit au niveau d'un domaine fonctionnel particulier ou au niveau ou cross-domaine. Donc l'utilisation des solutions va significativement progresser. Ça, c'est un des enseignements les plus importants, je pense, de l'enquête, quelque chose qu'on n'avait pas vu dans les précédentes enquêtes. Et puis, il est aussi intéressant de noter que les projets avec les solutions de BPM touchent des domaines fonctionnels très variés, de même d'ailleurs que l'usage actuel qui en est fait certes par une minorité d'entreprises, mais ça touche des usages extrêmement variés. En effet, oui, on a l'expérience qu'on a montrée en début de présentation sur la variété des projets qui étaient pris en place. Je pense qu'on peut noter aujourd'hui, c'est que les plateformes de BPM sont extrêmement matures vis-à-vis de la mise en place de genre solutions. Et le marché considère d'ailleurs ces outils de BPM comme étant l'arme secrète de la transformation digitale. Parce que
elle permet d'avancer rapidement. On a parlé des projets plus petits, on a parlé de la consolidation naturelle des indicateurs. Alors même si les bonnes pratiques indiquent qu'il faut choisir la plateforme assez tard dans le processus de sélection et de l'architecture mise en place, il est quand même important, une fois qu'on a fait ces choix, de s'appuyer pleinement sur les capacités de la plateforme et ne pas raisonner que en théorie, où on va séparer par exemple les indicateurs, une plateforme pour les indicateurs de la plateforme des processus, une plateforme pour les captures par rapport à la plateforme des processus, mais vraiment d'avoir une vision intégrée qui permet de tirer naturellement un maximum de bénéfices de la plateforme, qui, je le rappelle, est aujourd'hui extrêmement mature chez les différents éditeurs et notamment bien évidemment chez W4. Je voudrais revenir sur la démarche processus. Si elle est largement admise, largement en place, les solutions de BPM, pour vous donner les moyens de réussir cette démarche, alors que le fait d'utiliser les moyens du bord n'est pas suffisante, comme le montre cette étude, avec finalement des résultats en demi-teinte sur l'atteinte des objectifs qu'on a pu se fixer. Il faut se donner les moyens de réussir sa transformation numérique, et le BPM est un vrai outil pour ça. Je voulais aussi venir sur la notion de la maturité. Je fais un aparté ici sur la norme BPMN. C'est le langage utilisé pour la modélisation, mais aussi l'exécution, qui a l'avantage d'être aussi enseigné dans les universités et dans les écoles d'ingénieurs et dans les écoles de commerce. Oui. Voilà. Et donc, voilà un peu les conclusions qu'on peut vous proposer. Donc, on nous a fait passer pendant ce séminaire un certain nombre de questions. Donc, on arrive au moment de la réponse des questions. Et donc, la première question, c'est quels sont les principaux freins, parce que quand on voit les résultats en demi-teinte que nous a donné l'analyste, quels commentaires on pourrait faire sur ces sujets-là? Muriel. Clairement, le principal frein, c'est le cloisonnement des organisations. C'est là vraiment où il y a vraiment un obstacle qui aujourd'hui n'est pas franchi. Mais en même temps, c'est un peu normal qu'il ne soit pas franchi parce que d'abord, c'est difficile de le franchir. Puis aussi parce que les entreprises ne se sont pas fixées aujourd'hui un objectif de transversalité. Donc, ce problème étant identifié, il faut se fixer comme objectif de trouver des organisations qui permettent justement d'avoir une transversalité et d'avoir et de dynamiser cette transversalité. Donc ça peut se faire par des petites équipes interdomaines, ça peut se faire avec des pilotes de processus interdomaines. Voilà. Et aussi un autre frein important, c'est que pour des entreprises qui ne pensaient pas du tout processus, c'est quand même un changement. Et donc, il faut quand même accompagner ce changement. Il ne faut pas croire que ça va se faire sur le tas. Il faut accorder du temps et au changement, à la formation, pour prendre en compte ces évolutions de pensée processus. Ouais. Et puis aussi, j'insisterai, là je rentre dans mon rôle d'éditeur de logiciel, sur la qualité des outils qui est fournie. On a par exemple, pour vous aider à commencer, mis en ligne un modeler disponible sur notre site internet qui va vous permettre, qui s'appelle le Web Modeler, qui va vous permettre de décrire vos processus directement dans la norme. Et donc, il va vous permettre aussi de faire de l'analyse, d'exprimer. C'est des outils qui ont été pensés pour être extrêmement faciles à utiliser, mais qui se mettent en continuité avec les outils d'exécution qui viennent derrière. C'est certain que, c'est sûr que le déficit d'outils actuels a un impact sur une réalisation d'objectifs qui est encore trop modeste et pas assez satisfaisante. C'est évident. Il faut se donner les moyens, les outils appropriés pour gérer des processus. Et au niveau de la norme BPMN2, c'est vrai que le fait qu'aujourd'hui elle soit répandue, enseignée, c'est aussi un facteur de pérennité lorsqu'on investit dans un outil. C'est un facteur de pérennité parce que aujourd'hui, de plus en plus de gens connaissent cette norme. Et puis en plus, elle peut être partagée entre le métier et l'informatique. Le métier peut connaître quelques notions seulement, et puis en plus, après, ça peut être précisé, raffiné par l'informatique. Donc ça, c'est un facteur très important. Ça montre effectivement la maturité du BPM.
effectivement, et là tu couvres deux autres questions qui ont été posées dans le fil de discussion, qui étaient la différence entre les outils, et je pense qu'on en a pas mal parlé, entre PowerPoint et les outils dédiés. Hein. Là, je pense que tu as donné un excellent éclairage. Et l'autre aussi, qui sont vis-à-vis des interactions avec le système d'information, qui était une des questions. Donc, effectivement, le BPM est un complément et va permettre de fluidifier les échanges et de faire de la transversalité. Voilà, tout à fait. On peut voir le BPM un petit peu comme une sorte de chef d'orchestre finalement, qui va fluidifier les interactions entre différentes briques du système d'information et aussi entre des personnes. Donc c'est ça qui est très intéressant. Et puis aujourd'hui, les solutions de BPM arrivent avec tout un outillage de connecteurs. Et les projets qui sont actuellement mis en œuvre dans les entreprises utilisent ces connecteurs, que ce soit connecteurs à direction des ERP, des CRM, des annuaires d'entreprise, bien sûr, et puis aussi du système d'information métier. D'accord. Effectivement, hein, on ne peut pas parler de transformation numérique et de système informatique sans parler de la direction des systèmes d'information, qui reste un élément clé parce que c'est la seule direction qui soit garante de la qualité des données, de la pérennité des données que vous mettez en œuvre et des services que vous pouvez rendre au niveau de vos clients. Il y a des notions d'informatique fantôme, hein, le shadow IT en anglais, qui certes est tentante, ça permet d'aller plus vite, mais il faut porter attention. C'est peut-être un moyen de démarrer et de bousculer un petit peu votre DSI pour la faire avancer, mais il faut vraiment avoir pour objectif de faire entrer tous ces éléments-là dans finir par la faire gérer par la DSI, parce que c'est elle qui est garante de cette solution. Voilà, je vois qu'on me fait signe que le temps et nous avons dépassé le temps. Il est un petit peu plus de 11 heures, de midi moins quart. Ainsi, je vous propose de nous arrêter ici. Je ne peux que vous remercier d'avoir nous avoir écoutés pendant ces 45 minutes. J'attire votre attention sur le fait que le livre blanc qui a été écrit par le CXP, conjointement avec ITsoft, est accessible en téléchargement sur notre site web. Donc n'hésitez surtout pas à le télécharger. On reprendra contact avec vous rapidement pour répondre à vos questions. Et si vous en avez directement, bien évidemment, n'hésitez pas à nous contacter, soit moi-même, soit Muriel Guénon, en fonction de l'éclairage complémentaire que vous voulez avoir, et bien évidemment aussi au travers du site web ITsoft sur lequel les formulaires de demande sont à votre disposition. Voilà, je vous remercie beaucoup. Muriel, merci de nous avoir aidé à faire cette étude et à mener ce séminaire. Et puis j'espère qu'on va continuer dans cette direction et que vous aurez été convaincus par la nécessité de passer à la vitesse supérieure quant à la gestion de vos processus. Merci beaucoup et bonne journée. Bonne journée.